au quartier général, la veille de la campagne, le maréchal Ney. Le maréchal Ney, vous le savez, a été rallié avec les 18. Il devait ramener Napoléon dans une cage de fer, disait-il, au moment des 100 jours. Il s'est rallié à Napoléon. Et après ça, il est rentré chez lui et il a boudé. Et puis finalement, avec l'odeur de la poudre, il a écrit à Napoléon, il avait qui insulte le major général en disant bon, tu sais, quand même, je viens très bien, etc. Et Napoléon a eu la faiblesse, parce que Napoléon aime bien avoir des maréchaux. Ney est un combattant hors pair, c'est un crétin politique, mais c'est un combattant hors pair. Napoléon va finalement céder et appeler Ney auprès de lui la veille de l'entrée en campagne, ce qui fait que Ney arrive sans état-major, pratiquement même sans uniforme. Et Napoléon va immédiatement lui donner d'énormes responsabilités, alors que Ney n'est plus le Ney des années 1805-1806. Donc il lui donne notamment, au moment de l'entrée en campagne, le commandement de près de la moitié de l'armée pour aller contenir les Anglais. Je l'ai dit, on attaque un côté, on contient les autres. Et c'est donc cette petite troupe de Ney qui va essayer de bloquer les Anglais. Alors là, je vous fais grâce de la polémique sur les 4 bras, parce que c'est une polémique infinie. On a Napoléon à Sainte-Hélène, parce qu'en fait, tout ce que nous savons de Waterloo, tout ce que nous croyons savoir de Waterloo, c'est ce que Napoléon a écrit à Sainte-Hélène. Le premier grand historien de la bataille de Waterloo, c'est Napoléon. Quand il est arrivé à Sainte-Hélène, le premier texte qu'il a terminé, c'est Waterloo. Le premier texte de Napoléon qui a été publié en 1819, c'est Waterloo. Et à la fin de ses mémoires sur la bataille de Waterloo, Napoléon a ajouté ce qu'il appelait les questions, les considérations, pardon, il y en a 17, dans lesquelles il y a tous les points sur lesquels les historiens se disputent depuis 200 ans. Grouchy n'est pas arrivé à l'heure, Ney a sacrifié la cavalerie, Ney aurait dû prendre les 4 bras, Soult a été un mauvais major général, etc. Donc, évidemment, autour de ça, il y a cette discussion sur ce fameux carrefour des 4 bras, qui est donc un carrefour entre deux routes, qui forme donc 4 bras, les Belges ne sont pas plus originaux que nous, où les ordres de Napoléon étaient des ordres peu clairs. Pousser jusqu'aux 4 bras, avancer aux 4 bras, etc. Jamais prenez les 4 bras. Si Napoléon avait voulu que Ney prenne les 4 bras, il aurait dit prenez les 4 bras. Et Ney, qui est devenu un vieux monsieur, un peu indolent, Ney ne va pas oser aller au-delà de ce qui croit être les ordres de l'empereur et ne va pas s'être emparé des 4 bras au moment où Napoléon l'a sauté. Ceci étant, quand on regarde bien le déroulement des choses, parce que Wellington évidemment va avancer jusqu'aux 4 bras, ça ne change rien. C'est-à-dire que la bataille de Waterloo n'aurait pas eu lieu un jour plus tôt, Wellington n'aurait pas pu être écrasé par Ney au 4 bras s'il Ney à l'initiative du combat, etc. Donc c'est vraiment le genre de faux problème qui est juste utilisé pour dédouaner Napoléon de sa responsabilité. Donc après la victoire des Prussiens, sur les Prussiens, Napoléon se persuade, et il va être persuadé que les Prussiens rentrent en Allemagne. Il va en être tellement persuadé qu'il va attendre 12 heures avant de lancer la poursuite. Vous connaissez tous un petit peu vos guerres napoléoniennes. Quand Napoléon gagne une bataille, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la cavalerie poursuivre l'ennemi. D'abord pour l'empêcher de revenir dans le jeu, et puis ensuite pour être bien sûr qu'il va repartir sous ses lignes de communication. Là, Napoléon va attendre 12 heures. Et ces 12 heures, elles sont dramatiques, parce que ce sont 12 heures qui ne seront jamais rattrapées dans la poursuite des Prussiens. C'est le maréchal Grouchy qui, au matin du 17 juin, donc le lendemain de la bataille de Ligny, lui fait quand même remarquer qu'il faudrait peut-être bien organiser une poursuite. Napoléon est allé se coucher après la bataille de Ligny, on ressemble assez peu à Napoléon, il a dormi. Et finalement, Napoléon prend une décision mi-chèvre-mi-chou, c'est-à-dire qu'il détache 33 000 soldats qu'il place sous les ordres de Grouchy pour poursuivre les Prussiens. 33 000, ça va être trop peu s'il y a une nouvelle bataille, 3 000, 400 000, et puis c'est beaucoup trop pour une poursuite. D'autant que ce corps d'armée est doté d'infanterie, d'artillerie, tout ce qui ralentit évidemment la marche. Et donc Grouchy va partir un petit peu à l'aveuglette. Pendant toute une journée, Grouchy ne saura même pas où sont les Prussiens. C'est-à-dire qu'on va perdre une armée de 80-90 km. On ne saura pas où elle est. Et ce théâtre d'opération, là, ça fait, on va dire, 10 km sur 10 km. Donc, en principe, 80 000 hommes, ça se voit, même à 10 km.
km. Et là, Grouchy sera dans l'expectative totale. Il y aura même un corps de cavalerie, le corps de Pajol, qui lui va partir carrément de l'autre côté. Et on ne retrouvera plus que quelques jours plus tard. On ne sait pas où sont les Prussiens. En réalité, vous le savez, les Prussiens sont en train de faire, je crois que c'est le suivant, les Prussiens sont en train de faire le grand tour. C'est-à-dire qu'ils sont en train de remonter pour aller soutenir Wellington, où Wellington a décidé d'affronter Napoléon. Et ça, Grouchy ne le saura qu'au dernier moment. Et il sera évidemment trop tard à ce moment-là pour rejoindre le trône d'Armée. Et on dira quand même deux mots tout à l'heure de Grouchy, aurait-il pu revenir sur le champ de bataille. Alors pendant que Napoléon, persuadé que les Prussiens s'en vont, marche vers Wellington, deuxième partie du plan, Wellington, lui, il va jouer son jeu. Alors là, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire napoléonienne, même s'ils voient mal, ils ont reconnu évidemment le plan de départ de la bataille de Waterloo. Alors une petite remarque liminaire, c'est que Napoléon, dans ses mémoires, ira même dans ses considérations jusqu'à dire la position de Wellington était mauvaise et Blücher a mal manœuvré. Je vous laisse imaginer ce que ça aurait pu être si Wellington avait une bonne position et si Blücher avait manœuvré mieux, évidemment. Ça, c'est les mémoires de Napoléon. En réalité, Napoléon a tort. Wellington a magnifiquement pris position. D'abord, cet espace de Waterloo n'est pas une plaine, ça n'est pas une morne plaine, comme a dit Victor Hugo, et d'ailleurs Victor Hugo, comme nous connaissons tous par cœur l'expiation, deux vers plus loin, rajoute dans son cirque de bois autour de Valence, on voit très bien que morne plaine était une licence poétique. C'est cependant le seul endroit où on peut se battre pour empêcher quelqu'un d'entrer à Bruxelles. Bruxelles se trouve à 25-30 km au nord, et au-dessus du champ de bataille, il y a une forêt qui existe encore, mais qui est beaucoup plus petite, qui s'appelle la forêt de Soignes. Les armées ne se battent pas dans les forêts, donc si on veut se battre, avant d'entrer à Bruxelles, c'est là qu'on se bat. Malraux s'y est battu en 1714, il y a eu une bataille pendant la Révolution, je pense que c'est Lefebvre, qui faisait la française. Wellington lui-même a fait reconnaître en 1814 ce terrain, au cas où un jour on est à se battre dans la région de Bruxelles. C'est d'ailleurs un colonel qui s'appelait Hudson-Lowe qui a fait la reconnaissance, c'est celui qui sera le geôlier de Napoléon à Sainte-Hélène. Bref, on sera là et nulle part ailleurs. Alors Wellington, lui, qui connaît le terrain, va prendre une décision stratégique normale, c'est de jouer défensif. Mettez-vous à la place de Wellington, il a un accord avec les Prussiens. En plus, le jour de Waterloo, dès 6 h du matin, il sait que toute l'armée prussienne est en marche. Qu'est-ce qu'il aurait besoin de partir drapeau au vent du citron de tête pour aller se battre avec les Français? Lui, il décide d'attendre les Prussiens. Bon. C'est quand même génial. On va lui reprocher, on lui reproche encore d'être un général défensif, etc. Ah oui, peut-être général défensif, mais il a gagné toutes les batailles auxquelles il a été opposé aux Français. Donc c'était probablement la bonne stratégie. C'est un peu comme l'Inter de Milan d'Ennio Herrera, on ne pouvait pas les voir jouer, et il gagnait tout. C'est ça, il a fait un catenaccio. Et lui, il va décider donc de prendre une position défensive, de jouer intelligemment contre la furia française, et de s'installer sur le point le plus haut de ce petit terrain, en haut d'une crête. Ce qui va obliger les Français, à chaque fois qu'ils vont passer à l'offensive, à monter. Pour ceux qui connaissent le champ de bataille de Waterloo d'aujourd'hui, la pente était beaucoup plus forte. Alors elle est déjà très forte aujourd'hui, mais on voit bien que c'est vraiment une pente qui est très difficile à monter, bien sûr pour les fantassins, mais aussi pour les cavaliers, ça aura son impact. Wellington, défensif, décide que, puisque les Français vont l'attaquer, eh bien, il va créer à l'avant de son dispositif un brise-lames, et un brise-lames qui va se passer en 3 temps. Premier temps, il va fortifier sur ce côté du champ de bataille un château qui s'appelle le château d'Ougoumont, on aura 2 mots à dire tout à l'heure. Là, il fait très tôt organiser les fortifications de ce château, qui va être véritablement une forteresse inexpugnable, d'ailleurs il le sera pendant la bataille. Au centre, toujours à l'avant de son dispositif, la fameuse ferme de la Haie-Sainte, qui va être petitement fortifiée, mais très bien défendue pendant toute la bataille. Et puis, sur sa gauche, un ensemble de fermes, dont la principale s'appelle la ferme de Papelotte, qui va, elle aussi, être au devant du dispositif. Ce qui veut dire que si les Français l'attaquent,
Pour atteindre ces lignes, il faut qu'ils prennent d'abord ces trois positions fortifiées. Et ça va vraiment beaucoup embêter Napoléon pendant le jour. Ça va d'autant plus embêter que pendant ce temps-là, le gros des forces de Wellington, il va se retrouver de l'autre côté de la crête et va éviter pratiquement tous les bombardements français pendant la journée. On a fait en Angleterre, pour la première fois, une grande enquête sur les anciens combattants de Waterloo. On leur a envoyé des questionnaires auxquels ils ont répondu, et beaucoup d'entre eux répondent, quand on leur dit qu'est-ce que vous avez fait dans la matinée, ils répondent j'ai dormi. Parce que les troupes anglaises, l'infanterie, étaient de l'autre côté de la crête, il n'y avait rien d'autre à faire que de regarder passer les nuées français, et donc il y en a qui ont dormi. Une autre question d'ailleurs assez amusante, parce que tous ceux qui aiment les guerres napoléoniennes, c'est qu'on leur demande qu'est-ce que vous avez vu de la bataille. Et il y en a un certain nombre qui répondent la couverture pliée sur le sac de l'homme qui était devant moi. C'est-à-dire qu'on voit bien que personne ne sait ce qu'il fait dans la bataille, sauf le général en chef évidemment. Donc, ça c'est la position de Wellington. C'est une position certes un peu décevante par rapport au panache, mais c'est bonne, puisque lui, il doit tenir ce qui sert les plus simples. Alors, Napoléon, que veut-il faire? Napoléon, lui, il a toujours son plan en tête, c'est de repousser les Anglais vers la mer, évidemment. Donc, que doit faire Napoléon, c'est de repousser les Anglais vers la mer. Alors, évidemment, nous ne sommes pas des stratèges, on dirait, alors il faut être un connard de pousser. Évidemment, comme vous voyez, les grandes réserves de Wellington se trouvent ici et ça va être très difficile de pousser l'armée comme ça. Alors, ce que imagine Napoléon, c'est d'attaquer d'abord ici, sur le château de Bourmont, d'obliger Wellington à dégager son centre pour envoyer des réserves, et à ce moment-là, de lancer une grande attaque pour repousser les Anglais vers la mer. Alors, c'est comme ça. Alors, le champ de bataille de Waterloo est tout petit, il fait 4 km de large. Austerlitz, ça doit faire 10-12 km. Leipzig, c'est 25. C'est un tout petit champ de bataille avec 75-80 000 Français, à peu près autant d'Anglais, donc ça fait beaucoup de monde sur une petite surface. Il faut rajouter encore à peu près 70 à 80 000 Prussiens qui vont arriver dans la soirée. Il y avait du monde, hein, donc ça donne une impression très confuse, mais Napoléon a bien une tactique pendant cette bataille, c'est j'attaque le château de Bourmont, il dégarnit son centre et je le refuse faire. Au fond, c'est tout. Sauf que rien ne va fonctionner comme ça. La première chose, c'est que le château de Bourmont, il va résister pendant toute la bataille, il ne sera jamais pris, et il ne sera même jamais menacé, ce qui fait que Wellington n'aura jamais de renfort à envoyer de ce côté-là. Alors nous, on n'en parle pas beaucoup en France, du château de Bourmont. En Angleterre, c'est là que se gagne la bataille. Le château de Bourmont, tout le monde le connaît en Angleterre. D'ailleurs, l'Angleterre y attache une telle importance qu'elle a donné, je crois que c'était 2 millions de livres pour la restauration du château de Bourmont à l'occasion du bicentenaire de la bataille. C'est là que tout s'est gagné. C'est là que tout s'est gagné parce qu'au lieu d'avoir fixé Wellington sur le château de Bourmont, Napoléon s'est fait fixer par lui. C'est-à-dire qu'il a eu là des troupes qui n'ont servi à rien pendant toute la journée. Au bout d'un moment, ils n'ont même plus attaqué le château parce qu'ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient pas le prendre. Et Napoléon n'a jamais fait l'effort d'envoyer des renforts de ce côté-là pour appliquer son plan. C'est là que Napoléon se dérègle totalement pendant cette journée. C'est qu'il ne subit pas son impulsion tactique de la journée. Il va vouloir finir vite. Il va vouloir finir en force. Il va vouloir un affrontement frontal, comme on a eu un Wagram, comme on a eu un Borodino. Et la manœuvre, il va totalement l'abandonner. Ce qui fait que toutes les troupes françaises qui vont se trouver du côté du Bourmont, c'est pas qu'ils ont dormi dans l'après-midi, mais enfin, il n'y a pas eu beaucoup. Après la première attaque qui a été repoussée, la deuxième a été repoussée, les Français ont attendu. Et évidemment, là, il ne s'est rien passé. Et le général en chef, Napoléon, n'a pas dit, mais attendez, attaquer ce château, prenez-moi ce château, c'est essentiel. Parce qu'entre-temps, impatient, Napoléon a lancé la grande attaque, ce qu'il appelle la grande attaque, sur le centre ennemi. On va peut-être reprendre la donc, le château de Bourmont n'est pas pris, donc Napoléon va lancer cette grande attaque ici pour percer le centre de Wellington. C'est-à-dire qu'il n'a même plus l'attention de départ, je les pousse, c'est en fait, je leur rentre dedans, passez-moi l'expression, et puis on va. Or, ce qui se
se passe à ce moment-là, c'est que lorsque Napoléon lance la grande attaque, on aperçoit évidemment, à l'est du champ de bataille, on aperçoit des troupes. Et ce sont les troupes prussiennes. À ce moment-là, un corps d'armée prussien, une trentaine de milliers d'hommes, fait son apparition à l'horizon. Et donc, non seulement Napoléon a été fixé sur Hougoumont, mais il va être obligé d'envoyer une partie de ses réserves en direction du corps prussien pour le replier. C'est-à-dire qu'en début d'après-midi, Napoléon a déjà dépensé beaucoup de ses réserves. Il a déjà utilisé beaucoup de ses forces, et c'est évidemment dramatique pour ce qui va se passer ensuite, parce que, évidemment, Napoléon va très vite savoir que ce premier corps prussien est suivi d'autres. Blücher a annoncé le matin, j'arrive avec un corps, et puis 2 heures plus tard, j'arrive avec toute mon armée. Napoléon, à un moment donné, va le savoir, et donc il se dit, il faut que j'arrache la décision, et arracher la décision, c'est vraiment transpercer le centre des Anglais. Alors, il va se passer en milieu d'après-midi un événement célébrissime qui est à Zincourt numéro 2, c'est la grande charge de cavalerie française. Alors, cette grande charge de cavalerie, elle est toujours destinée à disloquer le centre anglais, et elle va être menée un peu en dépit du bon sens. Elle va être menée en dépit du bon sens par le maréchal Ney, qui, à un moment donné, voyant... alors, il y a un événement qui est que Napoléon fait avancer une grande batterie de canons vers les lignes britanniques, que Wellington, voyant avancer ses canons, demande à ses hommes de reculer de 15 pas ou 20 pas. Donc, toute la ligne anglaise va reculer de 20 pas, et Ney va penser que les Anglais se replient. C'est grave. Et donc, il va se lancer, d'abord avec à peu près 2, 3, 4 000 cavaliers, et puis, passant devant les autres, il leur dit « je charge », ainsi de suite, personne ne comprend ce qui se passe, et les gens pensent, les commandants de la cavalerie pensent que c'est une charge générale qui doit se passer. Et donc va s'ébranler la cavalerie napoléonienne dans son ensemble, y compris des escadrons de la garde impériale, que Napoléon ne va pas rappeler. Alors on dit toujours Ney à sacrifier, mais Napoléon, à l'endroit où se trouvait Napoléon, il a vu passer la cavalerie devant lui. Les 10 000 cavaliers, il les a sûrement vus. C'est parce que c'est bien 10 000 cavaliers qui vont charger sur une distance de moins d'1 kilomètre. Donc vous imaginez, c'est une charge absolument terrible. C'est une charge que certains comparent à la grande charge de cavalerie de Murat à la bataille d'Eylau. Là aussi, on avait chargé un peu n'importe comment, mais Murat, à ce moment-là, était soutenu par de l'infanterie quand même. En fait, il venait au secours de l'infanterie française. Ça n'était pas une attaque comme ça, contre une armée qui n'avait pas été entraînée. En principe, quand on envoie la cavalerie, c'est qu'on a déjà bien bombardé l'adversaire, c'est qu'il y a de l'infanterie qui va venir en soutien. Là, il n'y a pas d'infanterie, il n'y a pas d'artillerie, il n'y a rien. Le maréchal Ney s'enfuit avec 10 000 cavaliers sur les lignes anglaises. Alors une charge de cavalerie, ça ne fait pas comme la charge, quand la cavalerie vient aider la diligence contre les Indiens, ils ne galopent pas pendant 20 minutes. Certains d'entre vous font du cheval, si vous faites galoper votre cheval sur 2 km, soit vous êtes épuisé, soit le cheval explose. Donc une charge de cavalerie, ça prend du temps. On ne va pas revoir, on se met au trot, on se met au grand trot, il y a 200, 300 mètres de l'objectif, on se met au galop. Ça veut dire que quand Wellington voit cette cavalerie, il a tout le temps de réagir. Et qu'est-ce qu'il décide? Il décide de mettre ses troupes en carré. Alors, un carré, je ne sais pas en carré, mais un carré, en principe, la cavalerie n'arrive pas à entrer dans le carré. C'est pour ça qu'il faut de l'artillerie. Il faut d'abord un petit peu les ébranler avant que les cavaliers pénètrent dans le carré. Ça, tout le monde le sait, et il n'y a aucune raison que Ney ne l'ait pas su. Et il va pourtant continuer sa charge de cavalerie. Il va y en avoir 6 ou 7, au cours desquels les cavaliers français, vous voyez la film de Bondarchuk qui a filmé les carrés du ciel, les cavaliers français vont tourner autour des carrés, c'est-à-dire qu'ils ne vont faire quasiment aucun mal à l'infanterie anglaise, qui, elle, pendant ce temps-là, c'est les Indiens, voilà, comme les Indiens qui tournent autour des chariots, et pendant ce temps-là, les Anglais vont s'en donner à cœur joie. Ils vont tuer des hommes, ils vont tuer des chevaux, ainsi de suite. Ça fait penser toujours à l'histoire, j'ai encore le temps de raconter. Quand la reine-mère, vous savez, c'était il y a 160 ans, là, est allée visiter le champ de bataille de Waterloo, le guide qui était là me racontait qu'au bout d'un certain moment, elle en avait un peu assez. Et puis donc, parce qu'on lui montrait qu'il a, etc. Et puis il y a le guide local qui commence à lui parler de je ne sais quelle charge ou machin. Et puis elle en avait tellement marre qu'elle a dit, et tous ces peuples
c'est pendant la grande charge de cavalerie de Ney qu'ils ont été tués, et la cavalerie française est quasiment détruite à ce moment-là. Encore une fois, c'est ça court. La même prétention de Ney au départ, et le même résultat, c'est que la cavalerie française est totalement détruite. Napoléon, ce que voyant, Napoléon décide quand même de jouer son va-tout. Alors vous savez qu'à ce moment-là, Wellington aurait dit qu'au vu de la nuit où Blücher arrive, Blücher est vraiment en train d'arriver, et il avait Blücher, on va voir tout à l'heure, au plus mauvais endroit pour les Français. Napoléon se dit, va-tout, j'envoie mes dernières réserves pour enfoncer le centre anglais. Alors je repasse juste au plan général. Les charges de cavalerie ont eu lieu ici. Et Napoléon, après la prise de la ferme de la S5 très tard dans l'après-midi, va envoyer sa dernière offensive ici, en se disant cette fois je vais les disloquer, puisqu'ils ont été obligés de transférer beaucoup de réserves du côté de la cavalerie. Et là, pour ça, il va envoyer ses dernières réserves, c'est la garde impériale. On va vous citer la garde impériale, c'est un corps italien, c'est peu mais c'est l'élite de l'armée. Et donc la garde impériale, elle n'allait pas partir, elle va faire son petit kilomètre et demi avant d'arriver devant les Anglais, avec la musique, avec les monnaies à poil, etc. Et les Anglais racontent que, en voyant ça, ils se sont dit, c'est-à-dire on va y passer, parce que c'était des soldats tout le monde très bien. Et en fait, Wellington, une fois de plus, trouve la solution, c'est que sa ligne, bien sûr, va rester en place, et puis surtout, il va placer des tirailleurs à l'avant de la ligne. Et quand je dis des tirailleurs, c'est pas 50, c'est plusieurs centaines de milliers, qui vont simplement attendre de coucher dans les blés que la garde impériale arrive à porter. Au moment où la garde va arriver, ils vont se presser, ils vont les tirailler, et pour la première fois dans l'histoire de l'Angleterre, mais la garde a si peu donné qu'on ne sait pas si ça s'est passé comme ça ailleurs, la garde commence à fléchir, et la garde se met à reculer. Et donc ça va être extrêmement important pour la suite. Que voici. Voilà. On dit toujours que les Prussiens sont arrivés sur la droite des Français, à ce moment-là, parce que les Prussiens commencent par la Rhine. Et en fait, voici la situation du front au moment de l'arrivée des Prussiens. Donc vous voyez que tout le monde a bien avancé, puisque les Français sont en train d'essayer de pousser le centre de Wellington. Le premier corps qui est arrivé dans l'après-midi, qui était Bulot, est arrivé par ici, et il a occupé une partie du front, de telle sorte que les Français ont été encore obligés d'envoyer des réserves et de remonter. Et le reste de l'armée prussienne, vous voyez, il arrive par le village de Plan-Semois, c'est-à-dire qu'il a le meilleur endroit pour les Prussiens, le plus mauvais pour les Français, ce qui est derrière la ligne française. Se faire prendre par verre, c'est une très bon en matière militaire, et donc vous voyez bien que là, la garde recule, les Prussiens arrivent, il va se passer ce qui se passe parfois, c'est qu'il va y avoir une panique générale, et toute la ligne française va lâcher. Toute la ligne française va lâcher, et elle va lâcher dans une fuite éperdue. Les témoignages qui sont donnés à la fois par les soldats prussiens, par les soldats anglais, montrent bien que ça a été vraiment un sauve-qui-peut général. Les gens se montant les uns sur les autres, se bousculant pour passer dans les endroits praticables, on jette ses fusils, on jette ses canons. Vous direz, non, de la garde impériale de résister jusqu'au bout, et vont protéger au départ la retraite de Napoléon, qui ensuite vont se faire massacrer avec un mot fameux qui n'a jamais été prononcé, qui tient en 5 lettres, prononcé par le général qui lui-même a toujours dit qu'il n'avait jamais prononcé, mais voilà. Donc ainsi, on va présager la bataille de Waterloo avec une fuite de l'armée française. L'armée française est détruite à Waterloo. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ébranlée, elle n'est pas vaincue de veut faire mieux, elle est détruite. Elle part complètement en quenouille, et en plus, comme on ne connaît pas la région, comme on n'a pas étudié les cartes, tout le monde va se présenter au même endroit pour passer la rivière. Comment s'appelle la rivière? C'est les Dils. Tout le monde se précipite pour passer la Dille au même endroit. Un petit pont qui est large comme la moitié de cette pièce. Et là, vous avez 60 000 personnes qui vont pouvoir passer au même moment. Ça fait que les Prussiens arrivent derrière pour évidemment nettoyer un petit peu tout ça. Et il va y avoir à peu près 6 à 7 000 morts français pour une journée de bataille. C'est beaucoup plus que la bataille d'Eylau. C'est véritablement un hécatombe avec des milliers de prisonniers et des milliers de blessés. Napoléon a réussi à s'en sortir. Il extrait. C'est une bataille vraiment effective. Alors, avant de passer à la conclusion de tout ça, juste l'affaire Grouchy.
Alors on dit toujours Grouchy, ah, Grouchy, petit Grouchy, c'était plus cher, etc. Et donc le pauvre Grouchy, Napoléon ne rate pas évidemment dans ses mémoires en disant que Grouchy, il aurait dû revenir. Alors, quelques éléments. D'abord, contrairement à ce que Napoléon lui-même a affirmé,